Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 15 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Philippe Haïm. Le docteur Philippe Haïm a écrit plusieurs livres sur le harcèlement que je vous conseille vivement, que je vous recommande vivement. Mais il anime aussi une formation sur le risque de la crise suicidaire. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et qui est très important à aborder. Bonjour Philippe. Écoute, Bonjour. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast Croire en eux. Je te propose qu'on commence par la question classique. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Philippe Haïm, je suis psychiatre et psychothérapeute et je m'occupe aussi d'un institut de formation à l'hypnose, aux thérapies brèves, à la communication thérapeutique, à pas mal de choses, qui s'appelle l'Institut Utile, UTHYL. Et puis, je m'occupe aussi d'une chaîne YouTube sur laquelle je partage un peu des choses sur la psychiatrie, la psychologie, le harcèlement scolaire aussi, etc. Et la chaîne YouTube s'appelle Compsy, CO2MPSY. Et puis voilà, puis j'ai aussi écrit quelques bouquins, enfin voilà pour ma page professionnelle. Chouette. C'est quoi qui t'a amené à faire ce métier-là? Alors qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier-là? Je me suis toujours, aussi loin que je me rappelle, quand on commence à se poser des questions quand on est adolescent sur ce qu'on voudra faire plus tard, je me souviens avoir toujours pensé que je voulais faire quelque chose de l'ordre de la communication. Voilà, ça m'intéresse de discuter avec des gens et d'essayer de voir comment ils fonctionnent et comment est-ce qu'on peut leur apporter. Alors il y a sûrement des domaines que j'aurais pu faire où j'aurais pas trouvé le même sens ou été différemment là-dedans, mais voilà, j'imagine que même si d'une certaine manière j'avais fait, je sais pas moi, du marketing, j'aurais pu être content aussi parce que finalement comprendre un client, qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Enfin, ou enseignant, j'aurais été, d'ailleurs, j'enseigne beaucoup. J'aurais été très heureux aussi d'essayer de voir où en est un élève, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'on peut lui amener. Et donc il y avait toujours cette idée de communiquer avec les gens. Donc dans ma tête d'ado, ce qui passait, c'était des métiers comme voilà de la communication, de la publicité, du journalisme, être comédien, être prof de français, de philo. J'étais assez littéraire. Euh, et puis petit à petit a émergé l'idée d'un intérêt pour l'esprit humain, donc la psychiatrie, la psychologie, etc. Euh, et voilà, comme j'étais plutôt bon élève, on m'a dit d'aller faire un bac scientifique. Alors j'ai fait un bac scientifique. J'ai eu effectivement plutôt des bonnes notes. Et du coup, voilà, entre psychiatrie, psychologie, je savais pas trop. On m'a dit, bah, va faire médecine. Et puis tu pourras devenir psychiatre au lieu de faire la fac de psychologie. Voilà, honnêtement, je savais pas trop comment m'orienter, donc j'ai un peu suivi ça. Et puis après, j'ai rencontré la médecine. Donc, je suis quand même entré en médecine pour faire psychiatrie, pardon. Mhm. Après, j'ai rencontré la médecine, ça m'a passionné. Le reste de la médecine, je veux dire, j'ai adoré. Il y a plein de spécialités que j'ai adoré. J'ai adoré parler aux gens, les examiner, trouver des diagnostics. C'était vraiment passionnant les études de médecine. Et puis, à un moment, vers la 5e année, j'ai fait un de mes stages hospitaliers en psychiatrie et j'ai été complètement fasciné. Je me suis dit, waouh, alors si c'est vraiment mon truc, finalement, j'ai bien fait. Et puis voilà. Et puis, je suis devenu psychiatre et j'ai jamais regretté. C'est cool, j'adore. Et donc du coup, tu parlais là de ton adolescence rapidement. Je crois qu'on travaille pas avec les ados par hasard non plus. Est-ce qu'il y a dans ton adolescence, enfin, comment tu décrirais ton adolescence en fait? Mon adolescence, c'était bon, j'ai envie de dire une quête d'identité. Voilà, j'essayais de savoir un peu qui j'étais, à quoi je croyais, quelles étaient les choses importantes pour moi. Je pense que c'est autour de ça que ça a tourné. J'ai pas été un ado très rebelle, même si j'ai fait quelques conneries comme tout le monde, mais j'ai pas été un ado très rebelle, mais j'étais un ado beaucoup dans la recherche de ce qui compte, de ce qui est important, de ce qui touche, de ce qui voilà. J'ai beaucoup lu, beaucoup essayé de comprendre. Je me suis beaucoup interrogé sur mes valeurs, ma spiritualité, enfin plein de choses qui ont jamais cessé d'évoluer d'ailleurs depuis. Mais je dirais que c'est vraiment, pour moi, c'est le début de ce questionnement sur qui je suis. Mais enfin bon, c'est très banal en même temps de dire ça parce que je crois que c'est ça l'adolescence. Essayer de savoir à quoi on appartient
et en même temps, qu'est-ce qui nous différencie? Voilà, je trouve que c'est les philosophes, ils diraient cette tension dialectique, si tu veux, entre le fait que j'appartiens à quelque chose, identité, tu vois, c'est identique, je suis identique à d'autres, j'appartiens à un groupe, et à quoi j'appartiens? Est-ce que je suis dans le même groupe ou pas vraiment que mes parents en termes de valeurs, de croyances, de machin, ou que mes amis, ou que d'autres gens, ou que les gens que je lis, ou que les gens que j'écoute? Et en même temps, comment je suis différent? Identité, c'est aussi ce qui me rend unique, ce qui m'identifie. Et donc voilà, moi je pense que intérieurement, je me suis questionné de plein fouet sur voilà, à la fois qu'est-ce qui m'identifie à d'autres, et à la fois qu'est-ce qui me différencie des autres. C'est vraiment un questionnement permanent. C'est vraiment chouette parce que comme tu le dis, c'est la définition de l'adolescence. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve au cabinet, dans nos cabinets régulièrement, tous ces questionnements, Oui, tous ces positionnements, et puis qui paraissent tellement importants à cet âge-là parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui est presque définitif de choix à faire à ce moment-là, alors que ça change tout le ça c'est temps. terrible, ça c'est terrible. Mais c'est un truc social, mais pas seulement. Et ce besoin, cette envie de se définir. Les autres nous poussent à l'idée de qui es-tu? Les parents reconnaissent moins leur enfant, mais qui es-tu en train de devenir? T'es un peu comme nous, mais en même temps tu l'es moins. Et l'ado, justement, on peut, en se cherchant, dire non, non, je suis plus du tout comme vous, du tout, du tout, du tout, je vais être l'inverse. Et justement, je pense que la fin de l'adolescence, pour moi, et c'est pour ça qu'elle n'a pas un âge exact, c'est ce moment où peut-être on commence, alors c'est jamais fini, mais où on commence à pouvoir se dire, par rapport à nos parents, par exemple, il y a des choses que je vais garder et il y a des choses que je ne vais pas garder. Quand on commence à être nuancé, voilà, je pense qu'il y a un moment donné dans l'adolescence où on est très peu nuancé, on est très entier. Et je crois que la fin de l'adolescence, c'est ce moment-là. C'est OK, il y a des choses, c'est OK, je vais garder, je vais peut-être même reproduire. Et il y a des choses, non, en fait, et j'ai d'autres choses auxquelles je peux m'identifier. Quand on commence à s'apaiser là-dessus, alors ça peut arriver à 16 ans, ça peut arriver à 25, ça peut arriver à 30, mais il y a un moment où ça se calme un peu, ce tourbillon identitaire. Même si l'identité, c'est quelque chose qui continue à se modeler. Mais voilà, il y a un moment où on fait un peu la paix avec ça. Et ça, on est en train de sortir de l'adolescence. Carrément. Tu as écrit plusieurs livres, t'en parlais tout à l'heure, sur le harcèlement scolaire. J'en connais deux, moi, sur ces sujets-là. Euh, pourquoi tu as été attirée vers cette période-là pour écrire ces livres, pour tes formations? Parce que tu fais aussi de la formation sur la crise suicidaire, qui est le sujet qu'on Ouais. va aborder aujourd'hui. Pourquoi cette période-là? C'est quoi qui t'a Alors attirée? en fait, moi, par rapport au harcèlement, très rapidement, comme c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas à travers l'interrogation sur l'adolescence ou l'enfance que je me suis interrogé sur le harcèlement. Moi, c'est plus une interrogation sur la question de l'agressivité. Est-ce qu'on peut faire diminuer l'agressivité? J'ai toujours été quelqu'un qui pensait qu'il valait mieux éviter la violence. Parce que je pense qu'en tant qu'enfant, d'ailleurs comme en tant qu'adulte, je suis quelqu'un qui est pas très costaud, je suis quelqu'un qui savait se battre, tu vois, et donc je savais que j'étais gagnant à ne pas en venir aux mains et à ne pas m'impliquer physiquement parce que j'allais perdre, sinon j'allais me faire casser la gueule. Donc ça servait à rien. En grandissant adulte aussi, et finalement mon métier aussi m'a amené à travailler sur des situations où du fait des angoisses, du fait des pathologies, etc., la violence est quelque chose qui peut arriver. J'ai aussi travaillé dans des milieux difficiles. J'ai travaillé en prison, par exemple. J'ai travaillé dans des unités fermées de psychiatrie. J'ai travaillé dans des endroits comme ça. Et bien évidemment, c'est pas physiquement qu'on va calmer les situations. Alors quand on est obligé de les calmer physiquement, etc., c'est que c'est allé trop loin et que c'est dans une difficulté qui est ingérable. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de situations qui sont gérables avec les mots. Et cette idée que on peut apaiser l'agressivité avec des mots, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, en fait. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et effectivement, à force d'avoir de plus en plus de demandes d'enfants et d'adolescents et de leurs parents sur le harcèlement, il se fait insulter, il se fait embêter, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je me suis dit, oui, moi je pense qu'il y a des choses à faire bien au-delà de ce qui est proposé en général, qui est de dénoncer les agresseurs, de les punir, etc., etc. Et il y avait des choses à faire pour équiper la victime et pour permettre à la victime d'apaiser l'agressivité de l'autre et de lui donner envie d'arrêter de m'insulter. Donc les techniques que je suggère pour le harcèlement, elles sont valables pour les adultes, elles sont valables dans le cadre des familles, elles sont valables dans le cadre du travail. Ma question principale vraiment était comment on apaise l'agressivité avec des mots sans avoir à se réfugier derrière d'autres, sans avoir à devenir offensif à notre tour. Alors par contre, ce qui est spécifique aux enfants et aux ados, c'est que c'est là qu'on l'apprend. Et justement, ce que je dis souvent, c'est que
Personnellement, j'ai oublié beaucoup de choses que j'ai apprises à l'école. Si aujourd'hui tu me demandais de repasser mon bac, par exemple, je l'aurais pas. C'est sûr que je l'aurais pas. Et pourtant, j'ai eu plutôt des bonnes notes, mais je n'aurais pas mon bac parce que je sais plus résoudre des équations du second degré, faire des formules de chimie ou de physique, faire une dissertation de philo. J'aurais pas mon bac. Donc j'ai oublié beaucoup de choses finalement dans mes connaissances du lycée et puis pas mal dans mes connaissances du collège. Si j'ai retenu des connaissances du primaire, puisque je sais encore lire et écrire et compter, et encore poser des divisions, je trouve ça difficile. Donc par contre, il y a des trucs que j'ai jamais oubliés, c'est les relations. J'ai jamais oublié mon adolescence en termes de relations. J'ai jamais oublié les premières amours. J'ai jamais oublié les premières amitiés, les premières trahisons, les premières déceptions, les premières ruminations le soir sur les amis qui vous trahissent ou les amours qui vous déçoivent. L'intensité avec laquelle on vit nos relations. Ça, je l'ai pas oublié. Et ça, on l'oublie jamais, en fait. Là où c'est intéressant, parce que j'aurais très bien pu, et je le ferai sûrement, écrire sur l'agressivité en général, mais écrire sur l'agressivité chez les enfants et les ados, c'était une façon de dire c'est ce qui se passe à l'école, c'est ce qui se passe dans l'enfance et dans l'adolescence qui n'arrêtera jamais de se passer par la suite. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de s'y intéresser sous cet angle-là. L'école, c'est un laboratoire d'apprentissage social. Si on sait s'en sortir à ce moment-là, on y arrivera le reste de notre vie en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que cet angle-là m'a intéressé. C'est chouette. Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est encore une fois ce qu'on voit au cabinet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de souffrance dans ces périodes-là, et c'est tout un apprentissage qui leur permettra de rebondir plus tard, quoi. Et Bien comme tu sûr. dis, Et c'est puis quand tu parles à des thérapeutes en général, tu vois, enfin moi je reçois des enfants, des ados, des adultes, plutôt des adultes en général, en nombre, c'est majoritairement des adultes, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont par exemple harcelés au travail ou quoi, et quand tu les interroges, ils te disent, mais déjà dans mon adolescence, c'était difficile les relations aux autres, et quand il y avait des relations agressives, je savais pas trop comment réagir, ou je réagissais d'une manière qui aggravait finalement le problème, et ça n'a jamais arrêté depuis, Mm. en fait. Et donc ça nous donne quand même des indices que si on arrive à prendre le problème à la base, si on arrive à apprendre aux ados comment mieux gérer leur monde relationnel, ben c'est un cadeau qu'on leur fait pour la vie. Et aujourd'hui, c'est un truc qui n'est absolument pas assez fait parce que pour le coup, il y a à aucun moment il y a des choses qui ont progressé, hein. Je veux dire, dans les collèges, les lycées, ça a quand même avancé un peu sur tout ce qui est éducation sexuelle, éducation au consentement, etc. Moi, quand il y avait de l'éducation sexuelle, quand j'étais au lycée, on nous parlait essentiellement des MST et des grossesses non désirées, ce qui est déjà très bien, il faut le faire. Mais par exemple, le mot consentement n'était pas prononcé, il n'y avait pas toutes ces notions-là. Aujourd'hui, les infirmières scolaires, notamment, elles sont sensibilisées à ça et elles parlent de la question du consentement, etc., et des pratiques sexuelles. Donc, par exemple, ça a vachement progressé, j'en suis hyper content et il y a encore du boulot, mais c'est vraiment bien. Mm. Et par contre, il n'y a pas un cours de communication, il n'y a pas un cours de relation aux autres, comment gérer si quelqu'un est agressif, comment gérer les relations qui se passent bien, qui se passent mal. Ça, on l'a pas, alors que c'est quand même extrêmement précieux. Mm. C'est Moi, j'ai été formée à l'Arche, et c'est Kevin Finel qui dit toujours que si on avait eu des cours de cerveau, enfin de fonctionnement du cerveau quand on était jeune, on n'aurait probablement pas autant de difficultés aujourd'hui dans notre quotidien. C'est assez clair. Il y a des choses qu'on peut apprendre, en tout cas, effectivement, quand on est plus jeune, c'est sûr. Tout à fait. Alors, l'objectif, enfin, le thème d'aujourd'hui, c'est le risque de la crise suicidaire. Au cabinet, et je suis pas la seule à le dire, on reçoit très souvent des jeunes qui arrivent en nous disant moi j'ai envie de mourir. Alors Mhm. ça peut être à plein de niveaux, ça peut être à plein de manières différentes, et c'est toujours une question que je me suis posée, c'est à quel moment on s'inquiète. Parce qu'effectivement, ça peut être de la curiosité, ça peut être plein de choses. À quel moment on s'inquiète? Comment est-ce qu'on accompagne ça? Moi, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, on va commencer par s'inquiéter et ensuite on se rassure. Et pas l'inverse. Le risque suicidaire, c'est le seul moment, en fait, où nous. Alors, par exemple, moi, je suis médecin, tu vois, je suis psychiatre, mais par exemple, je suis dans une branche de la médecine où je joue pas avec la vie et la mort des gens toute la journée. Je suis pas cancérologue, je suis pas urgentiste, qui a des gens qui vont faire des arrêts cardiaques, etc. Donc, j'ai pas une confrontation avec la mort possible des gens de façon directe en tout cas, dans les pathologies que je soigne. On ne meurt pas de l'angoisse elle-même, on ne meurt pas de la maladie elle-même. Mais par contre, une des conséquences des difficultés psychiques peut être les envies de suicide. Et du coup, le suicide, c'est le moment où nous, les psys, on est confrontés, c'est le seul moment où nous, on est confrontés à la question de la mort. Et
Et donc, c'est important. Et ce qu'on nous apprend finalement à la fac de médecine, c'est qu'on doit faire en sorte que les gens ne meurent pas, et si possible, qu'ils souffrent un peu moins. Mais je veux dire, l'idée d'empêcher les gens de mourir. Moi, je propose souvent déjà d'adopter cette éthique en tant que thérapeute, même si on n'est pas médecin et même si on n'est pas soignant. C'est ce que je dis en tout cas dans les formations, euh, de se dire, quelles que soient nos opinions philosophiques, c'est pas le sujet. Des gens peuvent avoir des opinions philosophiques, le suicide, c'est une liberté, etc., etc. C'est pas le sujet, chacun peut penser ce qu'il veut là-dessus. Moi, je pense que dans l'exercice de notre métier, quand on est dans le cabinet, quand on met notre casquette de thérapeute, on doit être là pour éviter que ça se passe. Parce qu'il est assez facile de montrer que quand même beaucoup de gens qui ont envie que ça se passe sont extrêmement perturbés par le trouble qu'ils traversent et que c'est peut-être pas tout à fait eux qui s'expriment, mais leur dépression, leur souffrance, etc. Donc la première chose, c'est de prendre au sérieux ce qui est en train de se passer et de prendre au sérieux ce qu'on est en train de nous dire. Si quelqu'un nous dit, même par allusion, j'ai envie d'en finir, des fois je me dis qu'il faut que tout s'arrête, j'en peux plus de cette vie, des choses comme ça, c'est une grande erreur, vraiment, de le banaliser. Ou de rester dans une espèce de pure orientation-solution un peu artificielle. Oui, t'en as marre de cette vie, mais il y a quand même des trucs qui vont bien, regarde, il y a ça et ça. Non, non, quelqu'un me dit, il y en a marre de cette vie, là, il se passe quelque chose de sérieux, et je dois aller voir ce qui se passe là derrière. Donc, je pense qu'il faut prendre tout ça très au sérieux, qu'il faut éviter de le banaliser. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'acte et on les avait un peu banalisés dans les semaines qui précédaient. Donc, il faut faire très attention à ça. Et pour un thérapeute, apprendre qu'un de ses patients qu'il a vu pas longtemps avant s'est donné la mort, c'est terrible. C'est très compliqué. Je pense que, en tout cas, au niveau des psychiatres ou des psychologues aussi, je pense, il n'y a personne à qui ça n'est pas arrivé dans sa carrière. Hein, ça m'est arrivé, ça arrivait, voilà, qu'on apprenne le décès d'un patient, souvent, parfois, pas très longtemps après qu'on l'ait vu. Et c'est vraiment quelque chose de douloureux. Donc, il faut être très attentif très attentif à ça. Donc, il faut aller explorer ça. L'idée, c'est qu'il faut aller voir ce qui se passe derrière. Et c'est un des trucs qu'on apprend dans la formation qu'on fait sur la crise suicidaire, c'est d'y aller, quoi. D'aller poser des questions explicites sur ce que la personne est en train de projeter. Donc l'idée, c'est de poser des questions explicites sur ce que la personne est en train de se projeter. C'est-à-dire, moi, enfin, récemment, j'ai eu une mère de famille qui me dit en séance, j'ai des idées noires, j'en ai marre, c'est compliqué pour moi. C'est d'aller dans ce détail-là. C'est quoi ces idées noires? Est-ce que, je vais même être encore plus clair, et tout ça, ça s'apprend, mais je crois que la base, c'est d'apprendre aussi à tout simplement poser la question. Quand vous dites que vous avez des idées noires, est-ce que c'est parce que vous avez pensé à mourir? Est-ce que vous avez pensé au suicide? Je crois qu'il faut oser prononcer les mots mourir, prononcer le mot suicide, parce qu'en fait, ce qui se passe chez quelqu'un qui a ces idées-là, c'est que, en fait, ça lui fait peur. Il a peur de il se rend compte de ce qui serait capable de se faire, et c'est effrayant. Je pourrais me donner la mort, je pourrais faire en sorte que ma vie s'arrête là. C'est absolument terrible. Et donc, ça me fait peur. Et si en face de moi, j'ai un thérapeute ou une thérapeute qui tourne autour du pot, qui n'est pas explicite, mon inconscient, il me dit, tiens, elle a peur aussi. Tu vois, si je suis en train de te parler, je suis ton client, ton patient, et je te dis, ah, vraiment, ouais, en ce moment, j'ai des idées noires. Et que je vois que toi, tu dis, alors, quand vous dites des idées noires, c'est-à-dire que vous avez été très triste, et du coup, vous avez pensé à des choses assez sombres, et là, mon inconscient, il se dit, elle a peur aussi, donc j'ai raison d'avoir peur. Donc, c'est très effrayant. Et donc, en fait, on n'obtient pas du tout un soulagement en faisant ça. Alors que quand tu mets les pieds dans le plat, tu dis, mais quand vous dites idée noire, c'est que vous voulez mourir. Eh bien, si la personne, elle y a pensé, tu vas voir un soulagement. Physiquement, hein, sur le plan non verbal, ça va être très clair. Et la personne va dire, bah oui, voilà, oui, j'y ai pensé. Oui, j'ai pensé au suicide. Et en fait, il va être soulagé d'avoir quelqu'un en face qui n'a pas peur des mots. Et je préfère à la limite avoir posé la question et que finalement la personne, que je l'ai posée pour rien, et que la personne me dise, non, mais non, faut pas exagérer quand même. Je dis juste que j'en ai marre, j'ai pas dit que je voulais me suicider quand même. Je préfère passer pour quelqu'un qui s'est inquiété pour rien, plutôt que rater quelqu'un pour qui je devrais m'inquiéter vraiment. Voilà. Donc je pense qu'il faut être explicite sur est-ce qu'il veut vraiment en finir, est-ce que la personne veut mourir, et, est-ce qu'elle y a pensé concrètement. Est-ce que c'est des idées qui lui sont... Alors après, il y a théoriquement, il faut un petit peu une espèce de grille d'évaluation. On a quelques critères à vérifier pour savoir, parce que tout l'enjeu est là. Est-ce qu'on est dans une grande urgence vitale, là, tout de suite, maintenant, il peut mourir en sortant de mon cabinet? Donc là, je dois agir, mais dans l'immédiat, toutes affaires cessantes, je dois faire en sorte qu'il soit protégé.
Ou est-ce que j'ai le temps de réfléchir? Est-ce que l'urgence n'est pas tellement urgente là tout de suite? Je peux lui dire, bon, on va se voir de façon plus rapprochée que ce qui était prévu, ou vous allez peut-être voir aussi un autre professionnel que moi, je vais peut-être vous présenter un psychiatre qui pourrait peut-être aussi voir ce qui se passe, etc. Mais l'essentiel, c'est de poser explicitement la question et de demander si la personne y a pensé concrètement. C'est-à-dire comment elle s'y prendrait, qu'est-ce qu'elle ferait. Et plus la personne a posé des jalons en direction d'un acte concret, et plus évidemment il faut s'inquiéter. Si c'est des idées qui passent par la tête, alors ça peut être très très inquiétant, et il faut rester toujours très méfiant, mais ça l'est un tout petit peu moins que évidemment quelqu'un qui dit j'ai tout préparé, tu vois, j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé le moyen de me tuer, j'ai une date. Là, oui, alerte rouge maximale. Tu vois. Donc il faut être. Alors, c'est des choses dont on n'a peut-être pas forcément l'habitude dans certains types d'accompagnement, mais il faut une sorte d'évaluation précise, poser des questions. Et alors, c'est sûr, on nous apprend beaucoup à être dans les questions ouvertes, à laisser venir les choses, etc. Et c'est très, très, très vrai pour trouver des ressources, mais c'est pas juste dans ce cas-là. Voilà, dans ce cas-là, il faut avoir des questions précises à poser, avoir une espèce d'évaluation et entrer les deux mains dans le problème alors que c'est pas forcément ce qu'on va faire par ailleurs, où on va plutôt chercher les choses qui fonctionnent. Et c'est un peu une exception qui confirme la règle, puisqu'il faut pas passer à côté. Donc voilà, c'est un peu différent de nos habitudes peut-être. Je comprends bien. Et par rapport aux ados, Mhm. on a un truc un peu plus... Enfin, c'est un sentiment que je te livre tel que je le vois en séance. Dire qu'on a l'impression que cette envie de mourir, ça peut être parfois un peu comme une monnaie d'échange. Tu vois, un espèce de truc de si je dis ça à ma mère, bah, elle va m'écouter, quoi. Il y a un espèce de truc qui se joue là-dedans où c'est toujours compliqué d'estimer. Alors, je dis pas que c'est impossible que ça serve de monnaie d'échange d'appel à l'aide ou de choses comme ça, mais il faut être très prudent avec ces notions. Parce que quelqu'un peut se servir de ça comme un moyen de pression et finalement faire un passage à l'acte qui va être fatal alors que peut-être il ne le voulait même pas. Il ne faut pas forcément juger, par exemple, un ado qui l'a déjà fait, qui a déjà essayé. Faut jamais ne pas le prendre au sérieux parce que c'est pas la gravité de l'acte qui veut dire la gravité des idées. Un ado, il peut avoir pris 3 comprimés en disant je veux mourir, on va dédramatiser en disant non mais ça va, il a pris 3 comprimés d'homéopathie, faut pas non plus exagérer. Oui, sauf que lui, il sait pas. Lui, peut-être qu'il a fait un truc important, qu'il a avalé tout le tube d'homéopathie. Alors oui, il a avalé tout le tube d'homéopathie, on sait quand même que ça va pas avoir des effets secondaires qui vont le faire mourir, certes, mais lui, peut-être qu'il le savait pas, et qu'en avalant 80 comprimés de quoi que ce soit, c'est que vraiment il allait mal. Donc, et des fois, par contre, à l'inverse, quelqu'un va vouloir passer un appel à l'aide, il va prendre 3 comprimés, sauf que c'était les comprimés pour le cœur de sa grand-mère et que ça va lui faire une syncope et qu'il va mourir. Ou qui va se retrouver dans un état grave. Il y a des médicaments qui sont très banals, qu'on trouve dans la vie quotidienne, mais qui, si on les prend en trop, et il ne faut pas beaucoup d'excès pour que ce soit trop, peuvent faire mourir de manière assez catastrophique. Donc, il faut faire très attention. Il y a des fois des appels à l'aide qui vont mal se finir, et il y a des fois des vraies tentatives de suicide qui sont minimisées. Donc, encore une fois, première chose, prendre au sérieux. Et par exemple, le fait de demander s'il y a un scénario élaboré, c'est quand même un bon indice. Mm. Tu sentiras plus que quelqu'un a un moyen de pression et est très énervé, en colère contre la terre entière, s'il a 0 scénario. S'il va dire ouais, bah, je sais pas, je verrai bien comment, et puis ils verront bien, etc. Attention, il faut le prendre au sérieux, il a une envie de mourir, il faut être quand même très, 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 très alerté et bien les yeux ouverts. Mais c'est pas du tout. Des fois, tu pourras au contraire avoir l'impression que c'est un espèce de moyen de pression, puis tu t'aperçois que c'est vachement élaboré et qu'en fait, il est en danger. Il y a aussi des gens qui, dans un moment d'angoisse, vont faire n'importe quoi. Une grande crise d'angoisse, et puis les idées de mourir vont se cristalliser, va sauter par la fenêtre. Sauf que s'il habite au 8e, ben voilà quoi. Tu vois, donc la prudence s'impose pour moi avec ça, parce qu'il y a, enfin, après, peut-être que j'ai une déformation professionnelle, on va dire, mais tu vois, j'ai travaillé aux urgences psychiatriques pendant un temps, donc des tentatives de suicide, j'en ai vu des dizaines, des centaines, et évidemment, j'ai tendance à dire, waouh, peut-être qu'on aurait dû prendre cette personne au sérieux, en fait. Tu vois, donc j'ai peut-être une déformation, mon regard est peut-être un peu déformé. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus parce que clairement, pour moi, à partir du moment où on commence à émettre ce genre de désir, c'est qu'il y a une souffrance à l'intérieur qui est très importante et que cette souffrance et que cette émotion derrière a besoin d'être écoutée. Et Donc, je pense justement que là, c'est intéressant sur le plan thérapeutique, c'est que prendre ça très au sérieux, et même entre guillemets, je trouve pas le bon mot, mais disons dramatiser le truc, tu vois.
en disant en gros, moi je suis thérapeute, j'essaie d'aider les gens, mais au-delà de les aider, la première chose, c'est qu'il ne faut pas que les gens meurent, en fait. Et donc, moi, si tu me dis que tu as envie de mourir, pour moi, c'est grave, c'est sérieux, c'est important. Carrément. Et donc, je vais explorer ça et je vais te poser des questions là-dessus. Et ben là, pour le coup, ça, c'est déjà de nature à dire à l'enfant qu'on l'écoute, à dire à l'ado qu'on l'écoute. Et justement, si lui-même il a dramatisé la chose, c'est lui qui va nous calmer tout de suite. C'est lui qui va nous dire non mais en fait, je veux qu'on m'écoute surtout. En fait, je vais mal à cause de ça. En fait, il y a ça qui va pas. En fait, mes parents, etc. Mais je pense que c'est un très bon moyen d'y accéder, de dire et c'est une façon de lui passer un message aussi. De lui dire moi je te crois. Si tu me dis quelque chose, je te crois. Et donc je te prends au sérieux. Et donc, si tu trouves que je dramatise, bah, c'est parce que tu m'as donné des indices que je devais dramatiser. Donc, à toi aussi d'adapter ta communication. Bien sûr, c'est pas explicite, mais en paraverbal, c'est ça qui passe. C'est-à-dire que si un ado commence à me dire ça, et que moi, à ce moment-là, je pose mon stylo, je le regarde, et je lui dis, bon, attends, oh là, attends, c'est sérieux là. Mais quand tu dis ça, tu veux dire mourir, mais tu t'y prendrais comment? Tu as un scénario, il y a des trucs qui te retiennent encore à l'envie de vivre ou l'envie de mourir, elle est. Là, tu peux avoir un ado qui va se dire, waouh, il me prend au sérieux en fait, le mec. Mm. Tu vois, et là, et je trouve ça mieux que ce soit le patient qui me rassure, plutôt que l'inverse. Carrément, ça Tu vois. responsabilise. Exactement. Ça le responsabilise, c'est dire, bah, ok, tu vas mal, et je te prendrai toujours au sérieux, et je t'écouterai, et je te croirai. Mais maintenant, toi aussi, sois sérieux. Toi aussi, Mm. sois sérieux. Si tu me dis que tu as envie de mourir, moi, je vais sortir l'artillerie lourde. Euh, Par contre, si tu me l'as dit pour rien, tu vas vite comprendre qu'il faut que tu me dises réellement ce que tu ressens, en fait, si tu veux que je t'aide. Et ça, c'est intéressant. Parce que sinon, t'obtiens, dans tous les cas, si tu veux, tu obtiens des effets délétères. Si tu surdramatises, ou à l'inverse, à force qu'ils le disent tous les jours, on finit par dire on s'en fout. Ouais. Ouais, bon, c'est bon, il dit ça tous les jours, alors un de ces jours, ouais, mais un de ces jours, il va le faire. Tu Mm. vois. Et combien il y a de gens, effectivement, qui ont fait des tentatives parce qu'on a dit c'est de l'hystérie, c'est pour donner l'alerte, c'est pour attention à ça. Donc, Ouais. moi, je pense que c'est dans tous les cas, on est gagnant à prendre ça super au sérieux. Mm. Carrément. Quid des parents? Parce que souvent, quand on a des ados mineurs, les parents sont soit complètement détachés du truc en disant ce que tu viens de dire. Bah, il le dit tout le temps, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je le disais tout le temps quand j'étais ado, ou j'en sais rien, quel schéma de pensée. Hum, Soit ils sont dans la panique absolue en ayant très très peur pour eux, mais en même temps sans avoir les bonnes actions, hein. ouais. C'est-à-dire que moi j'ai des parents qui arrivent en me disant il y a 3 semaines il m'a dit qu'il avait envie de mourir, alors du coup je vous l'amène 3 semaines après. Ouais, enfin bon, s'il y a vraiment danger, il y a les urgences psychiatriques, enfin, on est Exactement. d'accord. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi que les parents se rendent compte que quand il y a ce genre d'envie, on l'interroge avec sérieux, que nous, on ne le prendra pas à la légère. Je pense que ça recadre bien la communication. Euh, et puis, ça permet des fois d'être l'occasion d'ouvrir le dialogue entre les parents et les ados. Après, chacun selon sa manière de faire, mais moi, j'ai souvent les parents en entretien avec l'ado. Et donc, du coup, ça permet d'ouvrir le dialogue, en fait, de voir que je l'ai pris au sérieux, et de voir ce qu'il y a derrière, et de voir ce qui est entendu, ce qui n'est pas entendu. Des fois, effectivement, c'est une problématique un peu systémique de gens qui ont du mal à s'entendre, qui ont du mal à s'écouter. Et des fois, ça va être l'occasion de ça. Mais je pense que justement, ça nous permet, si tu veux, en étant explicite, de garder une posture professionnelle, euh, euh, avec beaucoup de guillemets aussi, mais froide, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire pas nous dans l'émotion chaude, Mm. mais froid, précis, empathique, mais pas hyper émotif, tu vois. Ok, je prends ça au sérieux, voilà ce qu'il faut faire. Si jamais il y a la moindre inquiétude, effectivement, il y a les urgences, de donner le numéro national de l'écoute suicide. Tu vois, de donner l'adresse, c'est le 3114, hein, je le dis au passage. 3114, c'est le numéro prévention de suicide pour les gens qui auraient des idées qui leur passent par la tête, mais aussi pour les parents, les entourants, les familles, etc., si on est inquiet pour quelqu'un, mais aussi, pourquoi pas, pour les professionnels, si on ne sait pas quoi dire, quoi faire, comment orienter, c'est le numéro national de la prévention du suicide. Et si on est très inquiet et qu'on veut que la personne rencontre... Le moyen de rencontrer un psychiatre le plus rapide, c'est les urgences. Donc soit il y a des services où il y a des urgences psychiatriques dans les grandes villes, mais même dans les petites villes, dans tous les hôpitaux, dans les services d'urgence, quasiment partout, il y a des psychiatres au moins d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer en cas d'urgence. Le moyen le plus rapide de rencontrer un professionnel psychiatre, ça reste les urgences. Et je pense que ça a une valeur aussi de dire aux parents,
l'inquiétude, ben, c'est les urgences en fait. Et on se mobilise. Tu vois, des fois, ça remet un peu l'église au milieu du village, tu vois. Ouais, c'est chouette. Enfin, c'est clair, c'est clair. Tu parlais tout à l'heure d'une formation que tu proposes avec Utile, je crois, sur le risque Oui, suicidaire. alors une fois par an, là on l'a fait il n'y a pas longtemps, on est en train de chercher des nouvelles dates pour le... En général, c'est à peu près au printemps. Là, on l'a fait fin mars, avec une collègue à moi, qui est psychiatre également, et qui a beaucoup d'expérience aussi dans ce domaine de la crise suicidaire et de la formation. On fait une formation de 2 jours, une fois par an, euh, pour tous les professionnels de la relation d'aide, en fait, dans lequel on parle justement de comment on évalue ce potentiel suicidaire, on va dire, comment on s'adresse aussi à quelqu'un qui est dans cette situation. Et voilà, c'est une formation sur 2 jours avec des exercices, avec de la simulation, tu vois, on filme des séquences, on les commente, on essaye de faire ça très, à la fois en amenant des connaissances, mais à la fois de façon très pratico-pratique sur ce qu'on doit évaluer. Voilà, donc on a une formation comme ça une fois par an, et qui justement, c'est intéressant parce que tu es hypnothérapeute, tu vois, il y a eu c'est parti de là, en fait, cette formation. Moi, nous, c'est des formations qu'on fait depuis longtemps, chacun dans des milieux différents. On a même formé des gens qui n'étaient pas forcément des professionnels du soin, tu vois, des gardiens de prison, enfin, etc. C'est normal de former plein de gens à ça. C'est une formation ouverte assez largement. Et en fait, l'idée m'était venue de cette formation justement sur le forum hypnose, ben, là où on s'est rencontrés aussi, et sur cette énorme, je sais pas comment dire, cette agora, là, cette place de village où il y a 10 000 personnes qui pratiquent l'hypnose de 1000 manières, des gens qui débutent, des gens expérimentés, des hypnotiseurs de rue, de spectacles, de soins, de thérapie, enfin bref. C'est très intéressant des fois les échanges. Et justement, un jour, quelqu'un a posé cette question. J'ai un patient qui me dit, enfin, j'ai un client qui me dit ça, il me parle d'idées suicidaires, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est intéressant parce qu'il y a eu toutes sortes de réactions. Alors, il y a eu quelques réactions qui étaient un peu barrées, tu vois, un peu vraiment des gens qui ont pris toute leur formation au premier degré et qui étaient là, oui, parle-lui d'une métaphore, d'un arbre qui va couper ses propres racines, je sais plus quoi. Enfin, il y avait des trucs comme ça, fais-lui le script machin ou la métaphore bidule. Très très peu, heureusement. Beaucoup de gens qui disaient ben, passe la main à un psychiatre, passe la main à un psychiatre, passe la main à un psychiatre, et d'autres gens qui répondaient oui, mais c'est pas si évident que ça. Et surtout, je voyais pas mal de professionnels assez démunis à cette idée, tu vois, se dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que je fais si, oui, ça n'arrive pas tous les jours, certes, mais quelqu'un me dit, j'ai envie de mourir, je suis là dans mon cabinet d'hypnothérapeute, je fais quoi en fait? euh, Il y avait des gens qui étaient très dans l'alerte, attention, c'est très dangereux, vite, vite les urgences, des gens qui disaient, ben, revois-le, et puis réfléchis pas. Et du coup, c'est là où j'avais proposé ça. J'avais dit, mais est-ce que si on faisait une formation pour vous donner des billes là-dessus, des choses précises et utiles dans les prises en charge en cas de problème, est-ce que ça intéresserait? Voilà. Et depuis, cette formation, elle se fait tous les ans, donc ça doit être la 4e édition, je crois qu'on fait. Et une fois par an, on fait ça pendant 2 jours. Alors, on arrive dans le quiz de fin. C'est un petit quiz que j'aime bien poser en fin du podcast, qui consiste à poser quelques questions un petit peu générales. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, ont changé dans tes accompagnements? Tu sais, des trucs que tu faisais au départ et que tu fais moins maintenant, ou que tu fais différemment maintenant, ou des autorisations que tu te serais données, des choses qui auraient changé dans tes accompagnements? Bah, sur les enfants et ados, je crois qu'au tout début, euh, je, je mettais trop un point d'honneur à avoir toujours systématiquement un moment seul avec l'enfant ou seul avec l'ado. Et aujourd'hui, j'en suis plus là. Au contraire, je pense que c'est tellement plus utile et intéressant et vivant d'avoir l'enfant ou l'ado dans l'interaction avec ses parents. Et donc, en fait, maintenant, c'est plutôt que je reçois systématiquement les familles, les parents, je fais mes prises en charge, mes séances éventuelles d'hypnose, les jeux de rôle que je pratique pour le harcèlement scolaire, etc., je m'astreins à les faire devant les parents. L'exception, on va dire, c'est effectivement si jamais j'ai des indices que il faudrait que l'enfant me dise un truc en dehors de la présence de ses parents parce qu'il y a quelque chose qui est un peu louche ou un peu dangereux, ou éventuellement certains ados qui peinent à trouver leur place et où des fois faut faire sortir un peu les parents pour qu'ils puissent dire certaines choses. Donc j'ai quelques, c'est pas rigidifié, hein. Bien sûr il y a des moments où il faut que l'enfant ou l'ado ait sa propre place et son espace, et des fois c'est ça la demande. Mais par contre en tout cas sur les premières consultations, j'estime que je reçois une famille, voilà, parce que un enfant tout seul, ça veut pas dire grand chose si on ne le voit pas dans ses interactions. Voilà, ça en tout cas sur les enfants et les ados,
C'est ce qui a peut-être changé par rapport au tout début. Ouais. Ouais, c'est chouette. Moi, je dis toujours que quand on reçoit que l'enfant, en fait, on voit qu'une partie du tableau. Oui, c'est sûr. On a besoin de voir la totalité du tableau pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Un enfant, un ado, ça vit pas seul, quoi. Ben, il y a Winnicott, le fameux pédopsychiatre, qui disait, alors lui, il s'est intéressé surtout à la toute petite enfance, au bébé, mais il disait et aux jeunes mères, mais il disait un bébé, ça n'existe pas. Et un bébé, ça n'existe pas, c'est une phrase qui voulait dire, en fait, un bébé sans les interactions avec ses parents, ça veut rien dire, en fait. Tu peux pas examiner un bébé tout seul. Mais en fait, j'ai envie de dire, effectivement, un enfant, ça n'existe pas. Un enfant tout seul, sans le voir dans ses interactions, il y a vraiment quelque chose qui nous manque. Alors attention, vraiment, je dis pas que ça peut pas avoir un intérêt. Il y a souvent un intérêt à ce qu'à un moment, je sois seul avec l'enfant. Mais dans l'a priori et dans l'exploration de la situation, et souvent dans le côté prise en charge aussi, c'est très intéressant d'avoir les parents. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose sur lequel maintenant je suis très... et je le dis beaucoup, et puis des fois les gens sont surpris, hein, même sur le truc du harcèlement. Ah bon, mais tu le fais devant les parents, ça? Ouais, je le fais devant les parents. Ou dans l'hypnose. Quoi, la séance d'hypnose, tu l'as fait devant les parents? Oui, bien sûr. Moi, je veux qu'ils voient ce que je suis en train de faire et ce que ça amène et comment leur enfant réagit. Et puis en plus, des fois, ça me permet de glisser quelques suggestions à l'intention des parents sans qu'ils s'en rendent compte. Des fois, t'as les parents qui partent en transe plus que l'enfant. Mais je veux dire, pour moi, c'est important qu'il voit ce qui se passe, parce qu'en plus, l'enfant, il va avoir une vision partielle de la séance, il va sortir de là, il va dire, ah, on a fait ça et ça avec le monsieur, il dit, quoi, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, c'est bizarre, vous avez joué à rigoler sur les insultes, ou vous avez joué mais pourquoi vous avez fermé les yeux et imaginé un machin, mais pourquoi il t'a fait bouger les yeux comme ça? C'est bizarre ce truc. S'il y a les parents, ça permet que tout soit transparent, et ça enlève cette gêne qu'il peut y avoir chez certains praticiens qui débutent de pratiquer devant quelqu'un. On voit bien déjà en formation, c'est pas facile de pratiquer quand il y a un observateur ou quand tu as le formateur qui s'approche pour voir un peu comment tu fais. C'est déjà gênant, mais encore, tu es en situation pédagogique. Mais pour beaucoup de praticiens, c'est très bloquant de pratiquer une séance d'hypnose ou quoi devant des parents qui te regardent et qui te jugent et qui se demandent ce que tu es en train de faire à leur gosse. Et donc, ça faut passer par-dessus ça. Parce que pour moi, c'est très important que les parents voient ce qui se passe. C'est leur enfant. C'est leur enfant, et ils le connaissent mieux que nous. Ils ont plus d'interaction avec lui. Et ça nous ramène dans la position où nous, on ne sait pas. On n'est pas des sachants, surtout pas sur la vie de l'enfant. Les parents, c'est les premiers experts de la vie de leur enfant. Donc, c'est tellement évident qu'il soit là. Par contre, je comprends à quel point ça peut être difficile et gênant au début de pratique, et qu'il y a beaucoup de praticiens qui préféreraient que les parents soient pas là quand ils commencent leur séance et quand ils commencent à se mettre à parler bizarrement aux gamins. Je comprends que ça les gêne, mais en même temps, j'essaie de beaucoup insister en formation sur que ça me paraît important qu'ils soient là, vraiment important. Ouais. Je... Moi, je reçois les parents tout seuls au départ et en fait, je reçois les enfants lors de la deuxième séance. Et Oui, parfois, il m'arrive de faire revenir les parents un peu plus vite. Enfin, ça dépend vraiment de ce qui se passe dans la séance et comment ça fonctionne. c'est une très bonne pratique ça. Les systémiciens font beaucoup ça, et je trouve ça très intéressant sur certaines problématiques d'avoir d'abord les parents. D'ailleurs, en parlant de parents, je pense aussi à un truc auquel on peut faire attention, c'est quand c'est possible d'essayer d'avoir au moins un moment ou un autre les deux parents. Et je pense notamment aux parents qui sont séparés, ce qui est quand même aujourd'hui hyper fréquent, puisqu'on sait bien qu'il y a de plus en plus de divorces, et donc du coup, sans aucun jugement de valeur sur cette question, c'est un fait qu'on reçoit de plus en plus d'enfants de parents séparés. Et il n'y a pas beaucoup de couples qui se séparent où il n'y a pas eu un moment un peu la guerre entre eux. Et donc, du coup, on ne sait pas exactement où ça en est, et on a un discours, et on a un enfant qui veut pas trop contrarier son parent, etc. Et donc, des fois, c'est difficile de savoir. Donc, ça aussi, c'est un truc qui me paraît important, c'est d'avoir à un moment donné l'autre parent, et d'avoir aussi la possibilité que l'autre parent dise sa vision du problème. Mhm. Voilà. Alors, peut-être que ça va rien nous apprendre de plus, Mhm. mais parfois, voilà. Donc ça aussi, c'est un point auquel je pense qu'il faut être un petit peu attentif. Dire au moins une fois, même si on voit l'enfant plusieurs séances, mais au moins une des séances, pas toutes, pas 100% d'égalité, parce qu'il y a très souvent un parent plus investi que l'autre dans les soins de l'enfant, etc. Et c'est comme ça, c'est la vie, et je suis pas là pour moraliser les gens. Mais au moins un entretien sur les entretiens qu'on aura, d'avoir entendu l'autre. Ça, c'est important aussi. Je suis bien d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au toi qui a commencé? J'aurais envie de lui dire je sais pas, de travailler plus, de lire plus,
Parce qu'en fait, c'est assez paradoxal, mais enfin, j'ai beaucoup lu quand même et beaucoup bossé, mais je m'aperçois que plus le temps passe et plus je fais de choses et moins j'ai le temps de prendre le temps de me poser, de lire, de prendre des notes, de noter des idées, etc. Et à l'époque où j'avais un peu plus le temps de le faire, Ouais. et ben je l'ai fait un peu moins. Et alors je l'ai fait quand même, hein, j'exagère en disant ça, je suis un peu sévère avec moi-même. Tu peux lire beaucoup, apprendre beaucoup, travailler beaucoup, et tu peux vraiment essayer de devenir très bon, quoi, parce que pas pour être bon et pour te la raconter, mais parce qu'on fait des choses importantes, on a quand même des gens qui viennent nous confier leurs problèmes, etc. Et donc voilà, je pense qu'il y a peut-être qu'à un moment j'ai pas été assez rigoureux avec les connaissances et j'essaye sans cesse de me raccrocher aux branches. Je suis comme tout le monde, j'empile des livres que je dois lire, je les lis trop lentement maintenant. Et voilà, peut-être qu'en débutant j'avais un peu plus le temps. Et voilà, je lui dirais, ouais, n'hésite pas à bouquiner et prendre des notes. J'adore. Ok. Donc ton actualité, on en a un petit peu parlé. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te voir Là, on peut me trouver assez facilement sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Dr Philippe Haïm, enfin Dr Philippe Haïm. On me trouve assez facilement. Il y a toute l'actualité, les vidéos YouTube qui sortent, les nouvelles formations. Il y a une newsletter aussi sur l'Institut Utile si les gens veulent être informés des prochaines dates. J'envoie très peu de newsletters, j'en envoie 2 ou 3 par an juste pour donner les dates et les contenus des formations. J'envahis pas les emails, mais voilà, si on me trouve assez facilement. Là, l'actualité, oui, bah, il y a une formation, bon, elle est quasi pleine, il y a une formation sur le harcèlement scolaire là, le mois prochain. Euh, et puis, euh, voilà, enfin, il y a régulièrement des nouveautés, des nouvelles formations qui sortent, des nouvelles vidéos sur YouTube. J'essaie de partager un maximum les connaissances. Je pense qu'on Mais on peut me trouver assez facilement si on se balade sur Internet, je pense. Ok. Alors tu sais, je sais pas si tu as écouté les autres podcasts, mais j'aime bien finir par la question qui est si on doit retenir un fait ou une idée principale de cette interview. Tu sais, quelqu'un qui aurait vraiment pas le temps, il prend juste les 5 dernières minutes et il peut trouver un truc super important qu'on a envie qu'il sache. Ce serait quoi? Ben, moi, je pense que c'est aussi un truc qui a changé d'ailleurs dans ma pratique. Soyons directs et explicites. Voilà, soyons directs, clairs et explicites. On a trop dans nos métiers, alors peut-être c'est parce qu'on insiste un peu trop sur l'indirectivité, les métaphores, les machins, les questions ouvertes. C'est bien, je dis pas que ça n'aide pas, c'est très important, mais je crois que dans les entretiens, quand on discute avec les gens, pas que de l'hypnose, quoi, je veux dire, on parle avec les gens avant, après, il faut être clair et net, dire les choses avec des vrais mots, tels qu'on les pense, sans trop passer par des périphrases. Voilà, si quelqu'un a des idées de suicide, eh ben, il faut lui poser explicitement est-ce qu'il a envie de mourir et comment il s'y prendrait. Euh, si on a une idée sur ce qui se passe, je crois qu'il faut être clair et net et franc, et c'est comme ça euh, que nos entretiens seront pas ni des interrogatoires de police avec des questions, ni à l'inverse un truc très ouvert où on parle très peu, on laisse parler, et on dit d'accord, oui. Non, je pense qu'il faut que ce soit une conversation. Et pour que ce soit une conversation, ben voilà, on discute avec la personne et donc voilà, disons les choses telles qu'on les pense. On n'est pas là pour leur faire plaisir, pour leur faire du bien. On est là pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'avancer. Donc voilà, je dirais être clair, net, direct, explicite. Et les ados nous en seront reconnaissants. C'est-à-dire que les ados, ils aiment bien qu'on soit cash, comme ils disent, qu'on soit clair, qu'on fasse pas semblant d'être un ado, qu'on fasse pas semblant d'être un enfant. On est un adulte, on comprend pas tout, on a des questions, on les pose quoi. Allons-y quoi. Voilà, soyez franc, direct, clair, précis. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas, Philippe, pour cet échange.